Je n'aurais jamais imaginé que tu serais comme ça. Merci, mon chéri. Pendant 7 ans, j'étais invisible à ses yeux. Même bal, même salle de bal, et il passait devant moi comme si j'étais de verre. Pas un regard, pas une pause, pas un seul muscle de son visage ne trahissait mon existence. 7 ans à ravaler ma fierté, jusqu'à cette nuit où j'ai décidé de sortir de l'ombre et de me présenter au bras du mauvais homme. Toute la salle de bal l'a remarqué. Le silence était glacial, et pour la première fois en 7 ans, il m'a regardé. Non pas comme si j'existais, mais comme si j'avais allumé une allumette dans une poudrière. Il a traversé la salle, a pris ma main sans me demander mon avis, s'est penché jusqu'à ce que sa bouche soit tout près de mon oreille et a dit, d'une voix si basse que seul moi pouvais l'entendre, « Tu n'aurais pas dû venir avec lui. » Ce que j'ignorais, ce que personne ne m'avait jamais dit, c'est que tout ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était autre chose, quelque chose de bien pire. Et quand j'ai enfin compris pourquoi, 2 frères se disputaient déjà un héritage dont j'ignorais même l'existence. L'un m'offrait une porte de sortie trop belle pour être sûr, l'autre me protégeait d'une manière qui ressemblait trop à une cage. La question n'a jamais été de savoir qui j'aimais. La question était de savoir ce qu'il me cachait et pourquoi. Salut, je suis Lina, et cette histoire ne fait que commencer. Musique, cloche, chapitre 1, la robe bleue. Je n'aurais pas dû être là. Je le savais en appliquant l'eyeliner pour la 2e fois, ma main plus sûre que le reste de mon corps. Le miroir de mon appartement de Palerme reflétait l'image d'une femme qui semblait prête à tout, mais à l'intérieur, elle s'éclaircit la gorge. Je menais une guerre silencieuse contre le bon sens et j'étais en train de la perdre. « Tu vas vraiment jusqu'au bout ?» demanda Giada depuis l'embrasure de la porte de la salle de bain, les bras croisés et avec une expression qui signifiait qu'elle avait déjà un avis tranché et qu'elle n'attendait que l'occasion de me le lancer à la figure. Giada était ma meilleure amie, propriétaire d'une boutique de tissus vintage au centre de Palerme, et la seule personne au monde capable de lire dans mes pensées avant même que je ne m'en rende compte. Faire quoi? Demandai-je, feignant l'innocence tout en ajustant ma robe bleue qui moulait mes formes sans laisser place au doute. Aller au bal annuel des Cavors au Bradegno. Elle se détacha de l'encadrement de la porte et s'approcha de moi, remontant la bretelle qui avait glissé de mon épaule. Isota, ma chérie, je t'aime, mais ce n'est pas du courage. C'est une déclaration de guerre par décolleté. Je ne répondis pas, car elle avait raison, et l'admettre à voix haute rendrait la chose trop concrète. Le bal annuel de la famille Cavor était l'événement le plus important de la côte est de la Sicile. J'y allais depuis l'enfance. D'abord comme la fille d'un homme qui gravitait autour de ce monde, puis comme la fille dont personne ne comprenait vraiment pourquoi elle était toujours invitée. La vérité était simple, j'y allais par fierté. Ce même orgueil stupide et féroce qui m'avait maintenu debout depuis mes 17 ans, lorsque mon père est mort et m'a laissé seul avec un nom de famille qui ne signifiait rien et une dette qui pesait lourd sur tout. 7 ans plus tard, à 24 ans, j'étais toujours là, avec la même fermeté et la même obstination. Seulement maintenant, je savais que la dignité ne s'héritait pas. On s'y accrochait de toutes ses forces, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle nous colle à la peau comme une cicatrice. Giada me regarda dans le miroir, et cette fois, l'ironie avait disparu de son visage. Pourquoi Ennio, Isota? Je connaissais la réponse, je la connaissais avec une clarté douloureuse. Cette année d'indifférence de la part de Ruggiero Cavor, cette année de regard qui me traversait comme si j'étais de verre, m'avait poussé vers le seul endroit qui pouvait le déranger, le bras de son frère. Ce n'était pas à cause d'Ennio. Ça ne l'avait jamais été. C'était à cause de cette fille invisible qui montrait que quelqu'un pouvait la voir. Parce qu'il m'a invité, dis-je, et je refermai mon rouge à lèvres d'un clic sec, mettant fin à la conversation. La voiture qu'Ennio avait envoyée était noire, discrète, et sentait le cuir neuf. Je suis monté seul. Giada est restée à l'entrée de l'immeuble, les bras croisés, une phrase résonnant encore dans ma tête. Si ça tourne mal, appelle-moi. Si ça se passe bien, appelle-moi aussi, car je ne pourrai pas dormir sans le savoir. La route menant au domaine familial, aux abords de Catane, était assez longue pour que je puisse repasser en revue toutes les raisons pour lesquelles c'était une erreur, et trop courte pour me faire changer d'avis. Le manoir des Cavor se dressait au milieu des collines, tel un être vivant. Façade de pierre, torchée basse, trop de voitures pour que quiconque puisse prétendre qu'il s'agissait d'une simple fête. C'était une démonstration de pouvoir, et chaque détail disait la même chose, nous sommes les Cavor, et tu es ici parce que nous le permettons. Ennio m'attendait au pied de l'escalier. À 27 ans, le frère cadet de Ruggiero possédait une beauté envoûtante. Un sourire facile, un regard chaleureux, des mains qui effleuraient le bras avec une douceur qui semblait répéter à la perfection. Il m'offrit son bras en me disant, avec un « tu es magnifique » d'une sincérité presque suspecte, et je l'acceptai, car c'était le choix que j'avais fait. Nous entrâmes ensemble et la pièce réagit, non par un bruit, mais par ce silence qui survient lorsqu'un événement se produit et que tous le remarquent d'un coup.
Je sentis son regard avant même de pouvoir l'identifier. Curiosite, disapprobation, calcul. En Sicile, arriver à un bal cavore au bras d'un cavore n'était pas un rendez-vous. C'était une affirmation. Donna Silvia était assise près de la cheminée, l'allure d'une reine et le regard perçant. La matriarche Cavor avait 70 ans et une élégance tranchante. Elle me regarda par-dessus son verre avec une expression qui n'était ni haine ni surprise. C'était pire. C'était une appréciation, comme si elle mesurait combien de temps je tiendrais avant de réaliser que je n'avais rien à faire là. Je soutins son regard pendant 2 secondes avant de détourner les yeux. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que je choisissais mes combats, et celui-ci n'était pas pour ce soir. Ennio me guida à travers la salle de bal avec l'aisance d'un natif de ce monde, et je me laissai guider tandis que mes yeux cherchaient, malgré moi, la seule personne que j'avais juré de ne pas chercher. Et puis je le vis. Ruggiero Cavor se tenait près du bar, un verre à la main, avec l'allure d'un homme qui n'avait pas besoin de bouger pour occuper toute la pièce. À 31 ans, le chef de la famille Cavor avait une présence qui réduisait les conversations au silence sans dire un mot. Costume noir, pas de cravate, la chevalière au lion couronné et au poignard entre ses crocs étincelant à son doigt. Chaque détail de lui était une phrase qui disait « Je suis le danger que vous déguisez en civilité ». Il restait immobile, impassible, et me fixait droit dans les yeux. Je connaissais le regard de Ruggiero. Je connaissais le regard qui me traversait. Je connaissais le regard qui m'évitait comme si détourner les yeux était un réflexe acquis. Je connaissais ce regard qui prétendait que je faisais partie du décor, mais celui-ci était différent. Il avait du poids. De la chaleur. Quelque chose d'indéfinissable que je ressentais dans tout mon corps, comme si on avait allumé tous mes nerfs d'un coup. Je ne détournai pas le regard, pas cette fois. Je soutins son regard avec toute la force que cette année de silence avait accumulée en moi, et je pensais « Regarde-moi. Enfin, regarde-moi. » À côté de moi, Ennio me serra doucement le bras, et quand je le regardais, il souriait. Un sourire qui n'atteint pas les yeux. Un sourire qui semble savoir quelque chose que vous n'avez pas encore compris, comme si cet échange de regards entre Ruggiero et moi était exactement ce qu'il désirait. Avant même de pouvoir saisir ce que cela signifiait, je sentis l'atmosphère se transformer. Ruggiero Buhea. Il posa le verre sur le comptoir sans le regarder et traversa la salle de bal à grands pas assurés. Une démarche qui incitait les gens à s'écarter instinctivement. Chaque pas semblait réduire la distance entre nous comme une insulte personnelle. Il s'arrêta devant Ennio et moi, et pendant une seconde, un silence s'installa. Puis il prit ma main, la retira du bras d'Ennio avec une fermeté qui ne souffrait aucune objection, et se pencha jusqu'à ce que sa bouche soit si près de mon oreille que je sentais la chaleur de son souffle sur ma peau. « Tu n'aurais pas dû venir avec lui », dit-il si bas que je fus la seule à l'entendre. Mon cœur battit la chamade, comme une trahison de mon propre corps. Je retirai ma main avec la même fermeté qu'il avait employée pour la prendre et plongeai mon regard dans le sien. Ces yeux sombres qui m'avaient ignoré pendant 7 ans comme si je n'existais pas, et toi non plus, tu n'aurais pas dû m'ignorer pendant 7 ans. Chapitre 2. Ce que le silence dissimulait. 3 jours s'étaient écoulés depuis le bal, et Ruggiero Cavor décida que le meilleur moyen de rattraper cette année de silence était de devenir impossible à ignorer. Lundi, il se présenta au restaurant où je déjeunais toujours, près de l'atelier. Il n'entra pas. Il resta de l'autre côté de la rue, appuyé contre une voiture noire, les bras croisés, fixant la façade comme s'il en évaluait la valeur. Quand je suis sorti et que je l'ai vu, il était déjà parti. Mais le restaurateur m'a dit avec un sourire nerveux qu'un homme très poli et très inquiétant m'avait demandé si je mangeais là tous les jours. Mercredi, une de mes collègues de l'atelier de restauration de Palerme m'a dit avoir reçu un étrange coup de fil. Quelqu'un s'enquérait de mes horaires, de qui me rendait visite, de mon état ces derniers temps. Elle pensait qu'il s'agissait d'un proche inquiet. Je savais que non. Jeudi, le gardien de mon immeuble a mentionné, d'un ton désinvolte, qu'une voiture noire était garée dans ma rue tous les soirs depuis le week-end. Inutile de demander à qui elle appartenait. Ruggiero ne me protégeait pas. Il se rapprochait, et la frontière entre eux était si ténue que je la sentais au plus profond de moi, sans pouvoir la prouver. Pendant ce temps, Ennio adoptait une approche diamétralement opposée. Des fleurs sont arrivées à l'atelier mardi. Pas des roses, ce qui aurait été prévisible, mais des pivoines blanches, mes préférées. Un détail que je ne me souvenais pas lui avoir mentionné. Une invitation à dîner arriva par téléphone mercredi, prononcée d'une voix chaleureuse et insouciante, comme si j'avais tout mon temps. Jeudi, un bref coup de fil pour prendre de mes nouvelles. Aucune pression, aucun motif caché. Ennio était charmant comme Ruggiero ne l'avait jamais été. Présent, aimable, avec une aisance affectueuse qui semblait trop naturelle. Et c'était précisément ce qui me dérangeait, car dans le monde des Cavor, rien n'était naturel. Tout était calculé, et la gentillesse était l'emballage préféré de celui qui avait quelque chose à y gagner.
Je racontai tout à Giada au téléphone, allongé sur le canapé de mon appartement, mes chaussures jetées à terre, la tête qui me faisait mal à force de réfléchir. Elle écouta en silence, un silence qui, pour Giada, était aussi rare qu'un phénomène météorologique, puis lâcha. Si je comprends bien, l'aîné t'espionne et le cadet te fait la cour. Un silence. Chérie, c'est soit le début d'une histoire d'amour, soit le début d'un procès. Parfois les deux. J'ai ri malgré tout. Giada avait ce don de transformer l'insupportable en une phrase. Mais quand le rire s'est éteint, il restait cette question sans réponse. Je n'étais pas déchiré entre Ennio et Ruggiero. J'étais déchiré entre ce que je méritais et ce que je désirais, et les deux semblaient incompatibles. Vendredi, j'étais seul dans l'atelier. Le bâtiment se trouvait dans une rue étroite du centre historique de Palerme, avec des murs de pierre qui conservaient la fraîcheur même sous la chaleur estivale sicilienne. Je travaillais à la restauration d'un retable du XVIIe siècle, un travail délicat qui exigeait silence et précision, deux qualités dont je ne manquais pas quand le reste de ma vie ne s'effondrait pas. L'atelier était vide depuis plus d'une heure quand j'ai entendu la porte. Pas de coup. Elle s'est simplement ouverte avec cette aisance propre à ceux qui n'ont pas l'habitude de demander la permission d'entrer. Ruggiero s'est arrêté sur le seuil et l'espace s'est comme rétréci. Ses manches de chemise étaient retroussées jusqu'aux avant-bras. C'était la première fois que je le voyais sans veste de costume, et ce détail me désarma plus qu'il n'aurait dû. Comme si ces quelques centimètres de peau dévoilée étaient une concession qu'il ne faisait d'habitude à personne. Son regard parcourut l'atelier avec la même analyse calculée que je l'avais déjà vu appliquer à des pièces remplies de monde. Sauf que maintenant, j'étais seul. « Votre service s'est terminé il y a 1 heure, » dit-il, comme si c'était une information qui lui revenait de droit. « Et vous le savez parce que vous me surveillez ou parce que vous avez consulté mon contrat de travail. » Je ne quittais pas le retable des yeux. Mes mains restèrent immobiles. Mon cœur, lui, s'emballa. Il entra et referma la porte derrière lui. Le clic du loquet résonna comme le point final d'une phrase que ni l'un ni l'autre n'avions commencé. L'atelier était grand, mais avec Ruggiero à l'intérieur, j'avais l'impression que les murs se rapprochaient. Il marchait lentement, observant les toiles appuyées contre les murs, les pots de solvant, les outils alignés sur l'établi, regardant tout sauf moi, jusqu'à ce qu'il s'arrête à 2 mètres de ma table et finisse par me faire face. Le silence entre nous était de ceux qui ont une texture, lourd, chaleureux, au contour tranchant. Je posai le pinceau et me tournai vers lui, car prétendre que sa présence ne modifiait pas l'atmosphère de la pièce était un mensonge que mon corps refusait de supporter. « Que veux-tu, Ruggiero ? » ?»« Parler. »« Tu ne parles pas. Tu donnes des ordres et tu laisses le silence faire le reste. » Il faillit sourire. Presque. Le coin de ses lèvres bougea d'1 millimètre, et je détestais l'avoir remarqué. « Tu as raison. »« Je le sais. » Je croisai les bras. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Il fit un pas vers moi et s'arrêta assez près pour que je doive lever le menton pour croiser son regard, et assez loin pour que l'espace entre nous vibre de tout ce qui n'était pas dit. « Tu es entré au bras de mon frère. » Il dit, d'une voix basse et maîtrisée, mais derrière cette maîtrise se cachait une force qui semblait sur le point de craquer devant tout le monde. « C'est lui qui m'a invité. Pas vous. » Le coup fut porté. Je le vis à sa mâchoire crispée et à ses yeux qui s'assombrirent légèrement. Ruggiero Cavalli n'était pas habitué à entendre des vérités aussi brutales, encore moins à n'avoir aucune réponse. « J'avais mes raisons, » dit-il après un silence qui dura l'équivalent de 3 battements de mon cœur. « Les raisons ne vous réchauffent pas, Ruggiero. » Les mots sortirent avant même que je puisse les mesurer, chargés du poids de toutes ces nuits passées à me demander ce qui clochait chez moi pour que cet homme me transperce du regard. Tous ces hivers passés à des balles, à me cacher dans un coin, faisant semblant de ne pas chercher son regard dans la foule. Des années à essayer d'effacer de ma peau le sentiment qu'il avait éveillé en moi, sans jamais y parvenir. Il me regarda comme si je l'avais serré dans ma poitrine. Et pendant une seconde qui m'a paru interminable, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout, qu'il comblerait le mètre qui nous séparait et transformerait cet atelier en un tout autre lieu. Mais la porte s'ouvrit. Tassilo entra, la posture tendue de quelqu'un qui s'attend à trouver des meubles cassés. Il avait été le bras droit de Ruggiero depuis l'adolescence, un homme peu bavard, observateur, doté d'un humour sec qui surgissait toujours au pire moment. Son regard passa de Ruggiero à moi, puis de moi à Ruggiero, enregistrant la faible distance qui nous séparait et les expressions de nos visages avec l'efficacité d'un expert en situation périlleuse. « J'attends dans la voiture », dit Tassilo d'une voix monocorde. Il sortit. 2 secondes plus tard, il rouvrit la porte et ajouta « Encore ». La porte se referma. Ruggiero laissa échapper un soupir, entre frustration et résignation, et recula d'un pas. Le charme, ou quoi que ce soit qui ait rendu l'air entre nous si brûlant, ne se rompit pas, mais il perdit de son intensité.
Il me regarda une dernière fois avec cette intensité indéchiffrable, entre promesses et menaces, puis partit sans un mot. Je restai planté au milieu de l'atelier, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes comme jamais depuis des années. Giada appela 20 minutes plus tard. Je lui racontai tout, adossé au mur froid de l'atelier, les yeux fermés. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse 3 secondes, un record pour elle. « Eh bien, dit-elle d'une voix étonnamment douce, si les raisons ne te réconfortent pas, si elles ne l'ont pas frappé en plein cœur, rien ne le fera. Maintenant, rentre chez toi, prends une douche et arrête de sentir le solvant. Demain, tu pourras réfléchir à ce que tu vas faire de celui qui a décidé de transformer la surveillance en flirt. » Je raccrochai avec un sourire triste, fermai l'atelier à clé et rentrai chez moi à pied en traversant le centre de Palerme. Son odeur me hantait encore. Le lendemain, Ennio m'invita à dîner dans un restaurant tranquille près du port. Il était impeccable, comme toujours, chemise claire, montre de marque, le sourire d'un homme conscient de son charme et qui l'utilise comme un passe-partout. La conversation était fluide. Il m'a interrogé sur mon travail, sur Palerme, sur ce que je faisais quand je ne restaurais pas les objets brisés par d'autres. Il était facile d'aborder, dangereusement facile, jusqu'à ce que, entre 2 verres de vin, Ennio change de ton avec la précision de celui qui attend le moment opportun pour renverser la situation. Il a mentionné, nonchalamment, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps, qu'il était au courant de la dette de sang de mon père. Le vin s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Le brouhaha du restaurant s'est dissipé. Il ne restait plus que sa voix, calme et veloutée, prononçant des mots lourds comme une avalanche. « Ne t'inquiète pas, » a-t-il dit, le visage impassible et les yeux fixés sur les miens. « Je peux régler ça. » Chapitre 3. La dette de sang. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les mots d'Ennio tournaient en boucle dans ma tête comme une pièce qui ne tombe jamais. Je peux faire en sorte que ça disparaisse. Et chaque fois que j'essayais d'aborder cette phrase avec bienveillance, je me heurtais au même mur. Personne n'offre une porte de sortie sans rien attendre en retour. Pas dans ce monde-là, pas avec un nom pareil. Le lendemain matin, je suis retourné au restaurant où nous avions dîné. Ennio était déjà là, comme s'il savait que je viendrais, vêtu de la même chemise claire et arborant le même calme imperturbable que celui qui venait de lancer une grenade et qui, maintenant, attendait tranquillement de voir où les éclats allaient atterrir. « Tu savais que je viendrais » dis-je en m'asseyant en face de lui sans attendre d'invitation. « J'espérais. » Il me tendit une tasse de café. « Tu n'es pas du genre à faire semblant de ne pas avoir entendu. » J'ignorais le café. « Explique-moi tout. » Ennio m'expliqua avec la patience d'un professeur et la précision d'un avocat. La dette de mon père envers la famille Cavalli était ancienne, contractée avant mon adolescence et jamais réglée. Selon les règles familiales tacites, qui ne s'écrivaient nulle part mais pesaient plus lourd que n'importe quel contrat, cette dette équivalait à une vie. Elle n'avait pas été réclamée, mais elle n'avait pas été effacée non plus. Elle planait comme une ombre permanente sur moi, une chaîne invisible. Il s'éclaircit la gorge, que n'importe quel membre de la famille pouvait tirer à sa guise. Et la solution ? Demandai-je, la voix plus assurée que le reste de mon corps. Le mariage. Il prononça ce mot comme on prononce café ou mardi. Pour moi, la dette serait effacée par l'union. Tu serais libre, protégé, membre de la famille de droit et non par dette. J'eus l'impression qu'on m'écrasait la poitrine. Je regardais Ennio, ses yeux bruns d'une sincérité si profonde qu'elle me faisait mal, et je cherchais le piège. Il était là. Je le sentais, mais il le dissimulait si bien que je ne pouvais le toucher. J'y réfléchirai, mentis-je, et je partis avant qu'il n'ait pu ajouter un mot. J'ai appelé Giada de la voiture et je lui ai tout déballé. Quand j'ai eu fini, elle a expiré comme si elle avait reçu un coup de poing. Sa voix est revenue avec une fureur que je sentais vibrer à travers le haut-parleur. « Isota, écoute ce que je vais te dire. On n'épouse pas quelqu'un pour une dette. Ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction, et tu n'es pas, elle s'éclaircit la gorge, une marchandise. » Je savais qu'elle avait raison, mais savoir et ressentir sont deux choses différentes, et à cet instant, j'ai ressenti le poids de 24 ans passés sous un nuage que je n'avais jamais choisi et qui ne se dissiperait jamais. Cet après-midi-là, je suis allé voir Severo. Le conseiller de la famille Cavalli était un homme d'une 60aine d'années, à la voix grave et au regard de quelqu'un qui avait vu des empires se construire et s'effondrer dans la même pièce. Il m'a reçu dans un bureau qui sentait le vieux papier et les décisions irrévocables, et a écouté mes questions avec la patience de quelqu'un qui savait déjà ce que j'allais dire avant même que j'ouvre la bouche. La dette existe. Il confirma avec l'aisance de quelqu'un qui lit un menu. Et c'est authentique. Qui le détient? Demandai. Severo détourna le regard pour la première fois depuis mon arrivée. C'est une affaire pour le patron. La réponse fut une porte close, mais ce regard fuyant était une brèche,
et je l'enregistrai au même endroit que tout ce que les hommes de cette famille tentaient de me cacher, au fond de ma mémoire, avec la patience de celle qui sait que toute vérité finit par éclater lorsque le silence nécessaire est rompu. Je pris la route pour le domaine des Cavalli, aux abords de Catane, tandis que le soleil se couchait derrière les collines, animé d'une détermination brûlante. J'avais besoin de réponses, et une seule personne pouvait me les apporter. Mais avant d'arriver à Rogiro, je tombai sur Donna Silvia. La matriarche se tenait dans le couloir menant au bureau de son fils, comme si sa présence était fortuite, mais rien chez Donna Silvia Cavalli n'était dû au hasard. Elle me dévisagea avec cette politesse cinglante que je connaissais déjà, et chaque mot qu'elle prononça résonna comme une pierre posée sur une tombe. « Vous n'êtes pas la femme d'un patron, » dit-elle sans hausser la voix. « Vous êtes la fille d'un homme mort endetté. Ne confondez pas attention et position. » Les mots, elle s'éclaircit la gorge, s'enfoncèrent comme des lames, un à un, dans mon entrejambe. Je sentais chaque syllabe me transpercer une partie de moi que j'avais passé ma vie à protéger, la fragile et obstinée conviction que j'étais plus que la dette de mon père. Donna Silvia n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et s'éloigna dans le couloir avec l'élégance de celle qui vient de tailler une branche qu'elle juge inutile. Je restai là 3 secondes, respirai profondément, puis poussai la porte du bureau de Rogiro sans frapper. Il se tenait derrière son bureau, des papiers étalés sur la table, l'air d'un homme portant le poids de décisions qui avaient détruit des vies. Quand il m'a vu, quelque chose a changé sur son visage, un adoucissement si fugace que je l'aurais manqué si je ne l'avais pas observé avec une telle intensité. La dette de mon père, ai-je dit, sans préambule, sans manière, sans la politesse que le monde exigeait. À qui appartient-elle? Rogiro m'a regardé et a continué à me regarder. Le silence s'était tiré entre nous comme un élastique sur le point de se rompre, et j'en ai savouré chaque seconde, car s'il y avait une chose que cette année d'invisibilité m'avait apprise, c'était que je pouvais endurer n'importe quel silence qu'un homme voudrait m'imposer. « À moi », a-t-il dit, et le mot a résonné comme un verdict. Mes jambes ont flanché un instant, mais je ne me suis pas assise. Je n'allais pas lui donner le privilège de me voir flancher. Je suis resté debout, le dos droit et le cœur brisé, essayant de comprendre l'ampleur de la chose. Rogiro Cavor avait racheté la dette de mon père des années auparavant, en silence. Il avait tenu la chaîne qui aurait pu me détruire pendant 7 ans sans jamais la tirer, sans jamais la récupérer, sans jamais dire un mot. Il m'avait ignoré pendant 7 ans, me traversant du regard comme si je n'existais pas, et pendant tout ce temps, c'était lui qui détenait le document qui stipulait que ma vie appartenait à quelqu'un d'autre. La rage me monta à la gorge, un goût de fer. Ce n'était pas la colère pure du bal, ni la colère aiguë de l'atelier. C'était quelque chose de plus profond, cette fureur qui naît lorsqu'on découvre que celui qui nous a le plus blessés est aussi celui qui nous a maintenus à flot sans même qu'on le sache. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit qui puisse exprimer ce que je ressentais. Alors, je fis la seule chose que je pouvais. Je tournai le dos et sortis. Dans le couloir, Ennio était appuyé contre le mur, les bras croisés, avec l'air de quelqu'un qui regarde une pièce dont il connaît déjà la fin. Il me regarda avec une expression qui aurait pu être de la compassion, mais qui sentait le calcul. « Maintenant tu comprends, dit-il d'une voix douce, pourquoi je t'ai proposé une autre issue. » Chapitre 4. Ce que personne n'était censé voir. Je me suis enfermé. Pas seulement la porte de l'appartement, je me suis complètement isolé. J'ai coupé le son de mon téléphone à Rogiro, à Ennio, j'ai prévenu l'atelier que je ne viendrais pas et j'ai passé 2 jours sur le canapé, les rideaux tirés, avec une rage si palpable que je pouvais presque la toucher. Giada était la seule exception. Elle s'est pointée chez moi le premier soir avec une bouteille de vin, bien décidée à ne pas me laisser tranquille. Elle s'est assise par terre avec moi dans le salon, a rempli 2 verres et a attendu que je parle. Quand j'ai enfin pris la parole, les mots sont sortis par bribes, sans ordre, sans logique, en fragments que j'ai jetés par terre entre nous et que Giada a ramassés en silence, un à un, sans chercher à reconstituer le puzzle avant que j'ai fini. Le pire, ce n'est pas ce qu'il a fait, ai-je dit, les yeux rivés sur le vin, comme si la réponse s'y trouvait. Le pire, c'est que je ne sais pas si je dois être furieuse ou reconnaissante, et ces 2 sentiments simultanés me rongent. Giada resta silencieuse un instant, faisant tourner le verre entre ses doigts. Puis elle dit, d'une voix plus grave que jamais, « Ça pourrait être une protection. Ça pourrait être un moyen de contrôle, et c'est ça qui est effrayant, Isota, parce que quand un même acte peut être les 2, on ne sait jamais sur quoi on se tient. » Elle avait raison, et cette incertitude était pire que n'importe quelle réponse, car au moins une réponse aurait des contours. Je pouvais le haïr ou lui pardonner, et les 2 options étaient claires. Mais ce vide, ce entre-deux entre gratitude et fureur, était le genre d'endroit où je pouvais rester piégé à jamais. Pendant que je me cachais, Ennio agissait. J'appris plus tard, par Giada, qu'il avait convoqué une réunion avec des alliés de la famille et leur avait officiellement présenté son intention de m'épouser pour régler la dette.
Il avait transformé une affaire personnelle en affaire politique, rendu sa proposition publique, impossible à ignorer. Donna Silvia l'approuva. Severo garda le silence, ce silence qui, dans cette famille, valait consentement déguisé en neutralité. En moins de 48 heures, ma vie était devenue un point à l'ordre du jour d'une réunion à laquelle je n'avais jamais été invité. Rogiro l'apprit, et sa réaction fut de celle qu'on ne peut mesurer qu'à l'aune des dégâts. Il ne cria pas, il ne convoqua pas de réunion, il n'affronta pas Ennio en public. Au lieu de cela, il fit ce que font les hommes de son genre lorsque la rage est à vif. Il agit en silence. Les contrats d'Ennio furent annulés. Les hommes qui dépendaient du cadet furent réaffectés. L'accès aux comptes et aux contacts familiaux fut coupé un à un avec la précision chirurgicale d'un démantèlement mécanique. La guerre entre les deux frères cessa d'être personnelle. Elle devint structurelle, et je me retrouvai au centre malgré moi. La troisième nuit, je n'en pus plus. La rage avait changé de forme. Ce n'était plus le genre de choses qui paralyse, c'était celle qui vous pousse à aller de l'avant. J'avais besoin de regarder Rogiro droit dans les yeux et d'entendre de sa bouche, sans détour ni silence, les raisons de ses actes. Je suis arrivé au domaine Cavour, la mâchoire serrée et la poitrine en feu. Il était dans le bureau, au même bureau, avec les mêmes papiers, mais quelque chose avait changé. Son col était déboutonné d'une chemise de plus que ce que le protocole autorisait, ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui n'avait pas dormi, et un verre de whisky près de sa main, qui ne semblait pas être le premier. Quand je suis entré, il a levé les yeux et une expression a traversé son visage. Du soulagement, peut-être, ou son ombre avant que le masque ne se remette en place. « Tu as disparu », a-t-il dit. « Tu as menti », ai-je répondu, pendant 7 ans. Je n'ai pas menti, je n'ai rien dit. C'est la même chose quand le silence est si lourd de sens. Il est sorti de derrière son bureau et s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. J'ai vu la tension dans ses épaules, la main qui s'est refermée sur son flanc, les doigts crispés comme s'il retenait quelque chose qui menaçait de s'échapper. « Pourquoi avez-vous racheté cette dette » ai-je demandé, d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu, comme si la question était trop lourde à porter. « Isotta, pourquoi » Il s'est retourné, et ce que j'ai vu sur son visage m'a coupé le souffle. Ce n'était pas la froideur calculée qu'il arborait comme une armure. Ce n'était pas le calme inébranlable du chef des Cavour. C'était quelque chose de brisé, une fine et profonde fissure qui traversait son calme de part en part, comme une crevasse dans un barrage sur le point de céder. Parce que si un autre homme l'avait racheté, dit-il d'une voix rauque, les mots pesaient comme si chacun d'eux lui coûtait quelque chose d'irremplaçable, vous ne seriez pas là. Vous seriez dans une maison que vous n'avez pas choisie, avec un nom que vous ne voulez pas, à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. La phrase m'a frappé en plein cœur avec une force inattendue. La vérité. Brute, sans phare, sans le vernis du protocole familial. J'ai senti mes yeux brûler et je me suis mordu l'intérieur de la joue pour retenir mes larmes, car je ne pleurerais pas devant lui, pas là, pas encore. « Et ce que tu as fait était différent ?» ai-je demandé, la voix tremblante sur la dernière syllabe. « Tu m'as gardé prisonnière sans que je le sache. Ce n'est pas de la protection, Rogiro, c'est une autre cage. » Le coup a porté. Je l'ai vu dans ses yeux, qui se sont fermés un instant, et dans sa mâchoire, crispée comme celle de quelqu'un qui s'accroche à une vérité insoutenable. Quand il a rouvert les yeux, la fissure était plus grande encore. Le silence qui s'est installé entre nous était de ceux qui se passent de mots, car les mots avaient déjà fait leur œuvre. Rogiro a fait un pas vers moi, puis un autre. Je n'ai pas reculé, non par courage, mais parce que mon corps refusait de s'éloigner de lui, même si tout en moi criait le contraire. Il s'est arrêté si près que j'ai senti sa chaleur traverser l'espace entre nous comme un courant. Puis, lentement, il a incliné la tête jusqu'à ce que son front repose contre le mien. Ses yeux étaient clos. Son souffle chaud et irrégulier a effleuré mes lèvres, et j'ai perçu l'odeur boisée de sa peau mêlée à une sorte d'épuisement, comme si le fait de garder ses distances pendant 7 ans lui avait coûté un prix que je n'avais jamais imaginé. « Je sais », a-t-il murmuré, et ces 2 mots portaient en eux tout ce qu'il n'avait jamais dit. Regret, désir, peur, abandon, tout était condensé en 2 syllabes qui vibraient contre ma peau comme une confession. J'ai failli céder, j'ai failli lever la main et toucher son visage, j'ai failli fermer les yeux et laisser cet instant se transformer en autre chose, quelque chose que je désirais si ardemment que j'en avais mal jusqu'aux os. Mais avant que ce presque ne se concrétise, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte sans prévenir. Tassilo s'arrêta sur le seuil et son regard parcourut la scène. Front contre front, aucune distance, l'atmosphère était si lourde qu'elle semblait coupée, avec la lenteur tranquille de quelqu'un qui avait depuis longtemps appris à analyser ce qu'il voyait sans réagir. Mais cette fois, il y avait sur son visage quelque chose que je ne lui avais jamais vu auparavant, l'urgence. « Chef », dit-il, et sa voix n'avait plus son ton monocorde habituel. Elle était tendue,
comme une corde à son paroxysme. Ennio est dans le couloir, il a amené un prêtre. Le monde s'arrêta. Rogiro se recula brusquement, comme si les paroles de Tassilo avaient retenti comme un coup de feu, et je vis dans ses yeux quelque chose d'inédit. Une surprise authentique. Il regarda Tassilo, puis moi, il s'éclaircit la gorge. Et la fissure sur son visage se referma aussitôt, remplacée par une expression plus froide, plus dangereuse, infiniment plus terrifiante. Ennio avait forcé la situation. Il avait amené un prêtre et des témoins au manoir familial, prêt à officialiser notre engagement devant tout le monde. Et Rogiro, l'homme qui contrôlait tout, qui calculait chaque étape avant d'agir, qui n'était jamais pris au dépourvu, était acculé par son propre frère. Je regardais Rogiro et, pour la première fois depuis que je le connaissais, je ne pus deviner ce qu'il allait faire. Il pouvait respecter le protocole et me perdre, ou il pouvait tout briser et assumer ses sentiments. Et pendant qu'il réfléchissait, je restais là, au milieu du bureau, réalisant que mon avenir venait de basculer. Les mains de deux frères en guerre, et qu'aucun des deux ne m'ait demandé mon avis. Chapitre 5, devant tout le monde. Le hall du manoir Cavor était agencé comme une salle d'audience déguisée en lieu de cérémonie. Des chaises disposées en demi-cercle, les membres de la famille assis avec la raideur de ceux qui savent qu'ils vont assister à un événement irréversible. Et au centre de tout cela, debout, un prêtre à ses côtés, arborant le calme répété de quelqu'un qui avait passé des jours à peaufiner chaque détail de cette scène avant de lever le rideau, Ennio Cavor souriait comme si le monde entier avait déjà donné son accord et qu'il ne manquait plus que ma signature. Je n'avais pas été convoqué pour une cérémonie. Le message disait « Réunion officielle concernant la dette ». Et Tassilo me l'avait remis en main propre à la porte de mon appartement à Palerme ce matin-là. Il s'attarda dans le couloir 2 secondes de trop. L'enveloppe pendait entre nous, comme s'il n'était pas sûr de devoir la remettre. Il y avait quelque chose dans son regard, pas de l'hésitation, c'était plus précis. C'était le regard de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le disait et qui avait décidé de n'en dire que le strict minimum pour que sa conscience lui pardonne plus tard. Il ouvrit la bouche, la referma, puis dit simplement « Lisez attentivement ». Je crus à une simple formalité. Il n'en était rien. J'enfilai une tenue discrète, relevai mes cheveux et pris la route pour le domaine aux abords de Catane, les mains fermement agrippées au volant et l'estomac noué, m'imaginant assise à une table, des documents à la main, à entendre des conditions que je pourrais accepter ou refuser avec la dignité de quelqu'un qui a le choix. Lorsque je pénétrai dans le hall et que je vis le prêtre, son étole impeccablement ajustée, les chaises disposées comme un public, les visages tournés vers moi avec l'attente de spectateurs assistant à une pièce dont ils connaissent déjà la fin, et le sourire éclatant d'Ennio brillant au centre de tout cela comme une vitrine, le sol se déroba sous mes pieds. Pas d'un coup, lentement, avec la cruelle douceur d'un piège déguisé en invitation. Donna Silvia occupait la chaise à droite du premier rang. La matriarche Cavor était impeccable, comme toujours. Robe sombre, cheveux relevés, mains jointes sur les genoux avec la sérénité d'une femme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéie. La bague sigillaire familiale brillait à son doigt à la lueur des bougies. Le lion couronné, le poignard entre les crocs, scintillait comme un rappel. Ce monde avait ses règles, et ces règles n'avaient pas été écrites par des gens comme moi. Son attitude exprimait une approbation, non pas avec elle s'éclaircit la gorge d'enthousiasme, mais avec la facilité de quelqu'un qui observe l'ordre des choses se dérouler exactement comme il se doit. Ennio fit 2 pas vers moi. Son sourire était chaleureux, avenant, et sa voix était douce comme celle de quelqu'un offrant un cadeau qu'il a mis des semaines à emballer. « Isotta », dit-il en ouvrant les bras dans un geste qui semblait accueillant, mais qui faisait office de barrière. « Merci d'être venu. »« Je suis venu pour une réunion concernant la dette, » répondis-je, et ma voix était plus contenue que je ne l'aurais voulu, car mon corps avait déjà perçu le danger avant même que mon esprit ne le réalise. « Et c'est. Voilà exactement de quoi il s'agit, » dit-il en se tournant vers l'assemblée avec l'aisance d'un homme qui règne en maître sur la scène et n'a aucune intention de la partager. Ennio parlait avec l'éloquence de quelqu'un qui avait répété chaque virgule. Il présentait le mariage comme la solution la plus honorable à une dette qui, selon lui, n'aurait jamais dû peser sur moi. Il employait les mots justes, tradition, honneur, protection, union, et les disposait avec la précision d'un joaillier qui sertit un collier. Chaque mot était agencé de manière à capter la lumière exactement au bon endroit pour convaincre. La dette de sang de mon père serait effacée par le lien du mariage. Je deviendrais membre de la famille Cavouri de plein droit, avec les protections officielles. L'ombre que je portais depuis l'adolescence disparaîtrait lors d'une cérémonie qui, selon lui, pourrait avoir lieu dans les 30 jours. Ce que je propose est simple, dit-il, s'adressant à l'assemblée avec l'autorité d'un homme qui croit en son propre discours. Le mariage efface la dette, aligne les intérêts et préserve la tradition qui a fait vivre cette famille pendant des générations. Isotta cesse d'être la fille d'un débiteur et devient une épouse Cavouri.
L'odette disparait. L'honneur perdure. Donna Silvia acquiesca. Le geste était discret, presque imperceptible pour quiconque ignorait le poids de chaque mouvement de cette femme, mais je le comprenais, et ce hochement de tête était un verdict. La matriarche avait donné sa bénédiction, et dans le monde Cavouri, la bénédiction de Donna Silvia était la deuxième chose la plus importante après celle du chef lui-même. Je regardais autour de moi. Chaque visage dans la pièce me transmettait le même message, enveloppé dans des degrés de politesse variables. Sauf un, c'est juste. C'est ce qu'on attend de nous. C'est le rôle des femmes de votre position. Ils remercient qu'on leur offre une porte de sortie et cessent de faire des histoires. Quelles sont les conditions? Demandai-je, car gagner du temps était ma seule arme alors que le sol continuait de s'affaisser. Ennio respondit patiemment. Il énuméra les échéances, les conditions, les formalités, avec la cadence de quelqu'un lisant des clauses contractuelles, et c'était exactement ce que c'était. Un contrat avec une robe blanche et un prêtre au lieu d'un notaire. Et si je refuse? Demandai-je. Le silence se fit dans la pièce. Je ne pensais pas que ce fût possible, mais l'air sembla s'alourdir, comme si chacun avait retenu son souffle. Ennio inclina la tête avec la douceur de quelqu'un expliquant une évidence à une personne qui, par politesse, feint de ne pas comprendre. La dette demeure, Isota, et le créancier actuel peut la recouvrer quand il le souhaite, comme il le souhaite. La menace était là, sous la douceur de sa voix, tissée avec l'élégance qu'Ennio employait pour tout, même pour les choses qui auraient dû être dites avec la franchise qu'elle méritait. Les membres de la famille échangèrent des regards, et j'ai lu la même chose dans ces regards. La réponse était déjà prise. J'étais la seule dans cette pièce à ne pas avoir encore compris que mon opinion n'était que décorative. J'ai regardé la porte principale, cette grande porte en bois sombre qui s'ouvrait sur le couloir central du manoir, par laquelle j'avais vu Rogiro entrer et sortir des dizaines de fois au fil des ans, avec sa démarche lourde et l'expression d'un homme portant le poids du monde sur ses épaules sans jamais demander d'aide. La porte était fermée, et il n'était pas là. Le vide qui s'est installé dans ma poitrine n'était pas de la surprise. C'était une confirmation. Le genre de douleur qui survient quand on s'attend au pire, qu'on espère se tromper, et qu'on découvre qu'on avait raison depuis le début. Rogiro n'était pas venu. L'homme qui avait posé son front contre le mien n'ait murmuré « Je sais ». L'homme qui avait racheté ma dette pour me protéger. L'homme qui avait traversé toute une salle de bal pour me prendre la main dans les bras de son frère. Cet homme n'était pas là, et son absence était plus criante que tout ce qu'Ennio aurait pu dire. J'ai ouvert la bouche sans savoir ce qui allait sortir. Je savais que ce serait un non, une question, ou ce silence qui exprime la défaite sans un mot. Le prêtre me regarda avec une compassion empreinte de devoir. Donna Silvia me regardait avec la patience de celle qui attend l'inévitable. Et Ennio me regardait avec la certitude calme de celui qui a déjà gagné. C'est alors que la porte latérale s'ouvrit brusquement. Pas littéralement, il s'éclaircit la gorge, mais le fracas qu'elle provoqua contre le mur eut le même effet. Giada fit irruption dans le couloir comme si le bâtiment était en feu, et elle fut la seule à avoir la présence d'esprit de courir dans la bonne direction. Ses cheveux noirs étaient défaits et indomptés, sa respiration saccadée, et ses yeux brûlaient d'une fureur que seuls ceux qui aiment quelqu'un au point de commettre des actes irrationnels sans réfléchir. Tessello l'avait prévenu. Je le savais au regard que Giada lança vers la porte en traversant la pièce. Un bref regard de reconnaissance, le genre de regard qu'on adresse à un complice. Et la réalisation me frappa de plein fouet, comme une pierre dans une chaussure, au beau milieu de mon soulagement. Le même homme qui m'avait remis l'invitation, sachant ce qui m'attendait, était celui qui avait appelé Giada pour qu'elle vienne me sauver. Il aurait pu me prévenir directement. Il aurait pu me dire la vérité à ma porte ce matin-là, au lieu de me laisser entrer dans cette pièce en pensant me retrouver devant des documents. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi une voie qui protégeait mon ami, se protégeait lui-même, et me laissait entrer dans le piège les yeux bandés. J'ai rangé ça au même endroit que tout ce qui n'avait pas encore de sens, au fond de moi, avec patience, attendant le moment où la pièce du puzzle s'assemblerait dans un tableau que je ne pouvais toujours pas voir. Giada ignorait tous les visages importants dans cette pièce. Elle passait devant les capitaines de territoire comme s'il s'agissait de lampadaires. Elle a traversé devant Donna Silvia sans baisser les yeux, et elle s'est arrêtée à côté de moi avec la solidité d'une forteresse construite en tissus anciens, une bouche sans filtre et une loyauté que tout l'or du monde ne saurait acheter. « Si tu dis oui à cette mascarade, » m'a-t-elle chuchoté à l'oreille, sa main serrant un coup de poing si violent qu'il laissa une marque, « je vais te sortir d'ici moi-même. » Mes yeux brûlaient. La boule dans ma gorge se resserra avec une force telle que je faillis m'effondrer. Non pas par peur, ni par tristesse, mais par soulagement. Le soulagement immense de découvrir qu'au beau milieu de cette pièce où régnait pouvoir et protocole, où mon nom était discuté comme une clause de mon avenir, vendu aux enchères comme une marchandise, quelqu'un était venu me chercher. Non par intérêt, non par stratégie,
non par dette. Giada était là parce que j'étais à elle et qu'elle était à moi, de la manière la plus simple et la plus puissante qui soit. Ni bague, ni contrat, rien que le choix d'être là quand tout s'écroule. Je lui serrai la main en retour, et la porte principale s'ouvrit. Rogiro n'entra pas précipitamment. Il ne fit pas de discours. Il n'annonça pas son arrivée par des mots ou de grands gestes. Il ouvrit simplement la porte et entra, et toute la pièce se réorganisa autour de lui comme si la gravité avait changé d'axe. Les membres de la famille se redressèrent avant même de s'en rendre compte. Le prêtre recula d'un demi-pas, s'appuyant contre le mur avec l'urgence discrète de quelqu'un qui s'éloigne du centre de quelque chose qu'il ne comprend pas, mais que son corps reconnaît comme un danger. Donna Silvia plissa les yeux avec la précision d'une lame que l'on tourne dans la lumière, mesurant, calculant, décidant si ce qu'elle voyait était une menace ou simplement de la désobéissance. Ennio resta immobile, et pour la première fois depuis mon arrivée, son sourire vacilla. Rogiro ne me regarda pas. Il ne regarda ni sa mère, ni le prêtre, ni les chaises occupées par des hommes importants qui prétendaient être là par tradition et non par curiosité. Il marcha droit vers son frère et s'arrêta devant lui, à moins d'1 mètre, et la différence entre les deux n'avait jamais été aussi flagrante. Les deux frères échangèrent un regard, et le silence qui s'installa entre eux était de ceux qui précèdent les mots irrévocables. Ennio soutint ce regard, et je reconnus le courage que cela exigeait, car regarder Rogiro Cavuri dans cet état, c'était comme fixer du regard. Vous éteigniez un feu, confiant que le mur qui vous séparait tiendrait bon. Rogiro parla à voix basse, mais le silence dans le hall était si absolu que chaque syllabe parvint aux oreilles de chacun comme s'il avait crié du centre d'une place déserte. Elle ne t'épousera pas. La dette est la mienne. La décision m'appartient. Et la réponse est non. Personne ne retint son souffle. Je vis Donna Silvia s'agripper à la coudoir de sa chaise avec la force de quelqu'un qui se retient de toutes ses forces. Je vis Severo fermer les yeux un instant, le geste minimal d'un homme qui entend le premier craquement d'un effondrement et sait déjà qu'il est inutile de fuir. Je vis le prêtre fixer la porte avec l'expression transparente de quelqu'un qui calcule la distance jusqu'à la sortie la plus proche et conclut qu'elle est trop loin. Ennio ne perdit pas son sourire, mais sa texture passa de cordiale à tranchante, de chaleureuse à acérée, comme une lame retournée sur son tranchant. « La réponse est à elle, mon frère », dit-il en se tournant vers moi dans un geste ouvert et théâtral, comme s'il rendait quelque chose que Rogiro avait tenté de prendre. Ils me regardèrent tous les deux. Toute la pièce me regarda, et je sentis, il s'éclaircit la gorge, le poids de ses regards comme du plomb. Sur mes épaules, sur ma poitrine, sur mes jambes, sur chaque parcelle de mon corps qui aspirait à céder, à m'asseoir et à laisser quelqu'un d'autre décider. Parce que ce serait tellement plus simple, tellement plus facile de dire oui, de signer le papier, d'apposer mon nom et de me laisser porter par le courant. C'était ce que tout le monde attendait dans cette pièce. C'était ce qu'exigeait la tradition. C'était ce que les femmes dans ma situation avaient toujours fait. Remercier le destin et se taire. Giada me serra la main, une brève mais ferme pression qui ne demandait rien et offrait tout. Je suis ton ancre. Tu n'es pas seul. Fais ce que tu as à faire. J'ai regardé Ennio, cet homme qui m'offrait une porte de sortie, une prison au nom flatteur, qui avait transformé ma dette en monnaie d'échange et mon corps en garantie. Il m'a regardé avec une expression qui, dans un autre contexte, aurait pu passer pour de l'affection sincère. Mais là, dans cette pièce aménagée comme un théâtre, ce n'était qu'un instrument de plus au service d'une ambition qu'il dissimulait derrière une politesse de façade. Et j'ai regardé Rogiro. Il se tenait à 3 mètres de moi, dans la même posture qu'à l'ordinaire, mais il y avait dans ses épaules quelque chose que je n'avais jamais vu. Une tension qui n'était pas de l'autorité. C'était de l'attente. Mais son regard était différent. Il n'y avait aucun ordre. Aucun calcul. Il s'éclaircit la gorge. Plus cette froideur blindée que je connaissais si bien que je l'avais prise pour de l'indifférence pendant des années. Ce qu'il y avait là, c'était quelque chose qui me faisait perdre pied d'une manière inédite dans cette pièce. La vulnérabilité. À vif, exposé, sans défense. La terreur silencieuse d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, ne contrôlait plus rien. Il s'y était résigné. Il attendait, et cette attente lui coûtait plus cher que n'importe quelle bataille qu'il ait jamais livrée. Rogiro Cavuri, le patron, le nom, l'homme qui intimidait des salles entières sans même ouvrir la bouche, se tenait devant moi, la poitrine ouverte, sans armure, attendant que je décide de son sort d'un seul mot. Et dans cet absurde, cet impossible renversement de pouvoir, j'ai compris quelque chose qu'il savait peut-être depuis longtemps. L'amour n'est pas l'opposé du contrôle, il en est l'abandon. J'ai inspiré profondément. L'air a pénétré mes poumons comme si c'était le premier depuis des heures, et il a apporté avec lui une clarté inattendue. Une clarté vive, pure, sans la rage qui m'avait animé jusque-là, sans la peur qui m'avait paralysé auparavant. Il ne restait que quelque chose de plus simple et de plus fort encore. La certitude. Je savais qui j'étais.
Je n'étais pas une monnaie d'échange. Je n'étais pas une clause. Je n'étais pas la fille d'un débiteur, ni un pion dans un jeu que se disputaient deux frères, comme si j'étais un territoire à conquérir. J'étais une Isa d'Aférie, une femme qui réparait ce que d'autres avaient brisé, qui défendait sa dignité à main nue et qui se tenait seule au milieu d'une pièce remplie d'hommes puissants, désemparée face à une femme qui refusait d'entrer dans la place qui lui avait réservée. La dette de mon père ne m'appartient pas, dis-je, et ma voix, d'une assurance qui me surprit moi-même, semblait avoir des racines plus profondes que je ne l'imaginais, nourrie par 24 années de silence étouffé et une dignité maintenue à grand-peine. Et je ne suis la monnaie d'échange de personne. Le silence qui suivit fut le mien. Je l'instaurai et le maintiendrai aussi longtemps qu'il le fallut, car c'était le premier moment de ma vie où le silence de cette pièce m'appartenait, et je ne le rendrai pas avant d'y être prête. Mais si je dois être avec quelqu'un, poursuivis-je en tournant les yeux vers Rogiro, ce sera avec celui que je choisirai, selon mes conditions, pas les vôtres. Le silence de la salle entière se fit entendre. Son souffle. Je soutins le regard de Rogiro, ses yeux sombres qui m'avaient évité pendant des années et qui maintenant me fixaient comme si j'étais la seule chose au monde qu'il ne pouvait supporter de perdre. D'une voix assez basse pour être intime, assez ferme pour être inflexible, je dis « À mes conditions, Rogiro ». Il me regarda longuement, un silence qui semblait contenir tout ce que nous n'avions pas dit. Et lorsqu'il répondit, sa voix était rauque, grave, et portait le poids d'une reddition qui lui avait coûté plus cher que n'importe quelle guerre. À vos conditions. Chapitre 6. Ce qui restait. Après que la pièce n'eut pas explosé, pas de cris, pas d'applaudissements, pas de réaction dramatique comme semblent l'exiger les moments décisifs. Ce qui se produisit fut plus silencieux et plus dévastateur, un réajustement. Chaque personne présente se racle la gorge, assimilait en temps réel ce qu'elle venait de voir. Le chef de la famille Kavouri, l'homme qui ne pliait pas, ne cédait pas et ne négociait pas ses propres conditions, venait d'accepter les conditions d'une femme qui, selon les règles de ce monde, n'aurait jamais dû avoir voix au chapitre. Donna Silvia se leva. Son mouvement était lent, contrôlé, avec l'économie de geste d'une femme qui avait passé sa vie à mesurer chaque action à l'aune de son impact. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas Rogiro. Elle se dirigea vers la sortie avec son élégance tranchante habituelle, le dos droit comme une lame, et chaque pas qu'elle faisait sur le sol de marbre résonnait comme une sentence reportée, non annulée. Ennio ravala son humiliation, la mâchoire serrée, le regard vide, ne laissant place qu'à un calcul implacable. Le sourire avait disparu, remplacé par l'expression nue d'un homme qui avait perdu une bataille et qui redessinait déjà la carte de la suivante. D'un geste machinal, il ajusta la manchette de sa chemise, fit un signe de tête au prêtre comme on congédie un prestataire, et sortit par la porte de service sans se retourner. Sa façon de partir me glaça le sang plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer, car j'aurais su affronter la colère. Le silence calculé d'Ennio était autre chose. Severo relâcha le souffle qu'il semblait avoir retenu pendant toute la scène. Il regarda Rogiro, puis moi, et sur le visage vieilli du conseiller apparut quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Du soulagement, discret, presque gêné, mais bien là, au coin de ses yeux, dans le relâchement de ses épaules, dans la façon dont il posa ses deux mains sur sa canne et respira profondément, comme un homme qui venait de voir un navire traverser une tempête sans couler. Quand la pièce fut vide, Giada me serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte douce, c'était le genre d'étreinte qui vous terrasse, qui vous serre trop fort, qui vous broie les côtes et vous coupe le souffle, emportant avec elle tout ce que vous aviez retenu. Je sentis ses épaules trembler et compris qu'elle pleurait avant moi, ce qui, connaissant Giada, était tout à fait logique, car elle ressentait toujours mes émotions avec une intensité que je ne m'autorisais pas. Tu viens de refuser toute une famille, murmura-t-elle contre mon épaule, la voix étranglée par la fierté. Chaque syllabe humide. Je n'ai jamais été aussi fier. J'ai ri, un rire court, tremblant et humide, plus un soulagement qu'une joie, car la joie était trop complexe pour cet instant. Elle viendrait plus tard, par bribes, quand j'aurais le temps de comprendre l'ampleur de ce que j'avais fait. J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai dit « Merci d'être venu ». « Toujours », a-t-elle répondu, avec cette simplicité farouche qui faisait de Giada la personne la plus importante de ma vie, avant n'importe quel Kavouri, avant n'importe quelle dette, avant n'importe quel homme qui pensait que son amour était au centre de mon histoire. Giada s'est éloignée, s'essuyant les yeux du revers de la main, a marmonné quelque chose à propos d'une bouteille de vin entière et d'un mois de vacances dans un endroit sans italien dangereux, et est partie par la porte de service avec la dignité imparfaite et magnifique de quelqu'un qui pleure en public et qui n'en a pas honte. Et je suis resté là, debout au milieu d'un hall vide qui sentait les bougies éteintes et les décisions irrévocables. Avec le son de mes j'entendais les battements de mon propre cœur dans mes oreilles et j'éprouvais l'étrange sensation que, pour la première fois depuis longtemps, le sol sous mes pieds m'appartenait. Rogiro s'approcha, non pas d'un pas ample et dominant, comme on traverse les pièces en conquérant un territoire, mais à pas lent et prudent, comme si l'espace entre nous était fragile et qu'un mouvement brusque pouvait briser ce que nous venions de construire. « Tu es venu »,
dis-je d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu, comme si le soulagement de le voir là avait fait fondre la dernière carapace que je portais encore. J'ai failli ne pas venir, répondit-il, et la franchise brutale de cette phrase me frappa plus fort que n'importe quel mensonge. Pourquoi? Il s'arrêta devant moi, assez près pour que je sente sa chaleur rayonner à travers l'espace qui nous séparait, assez loin pour que la distance ait encore une signification, le dernier vestige d'une fierté qu'il apprenait à abandonner. Car être là, c'était choisir, et choisir, c'était perdre ce que j'avais passé ma vie à construire et à protéger. Son regard parcourut mon visage avec la lente attention de quelqu'un qui mémorise quelque chose qu'il craint de perdre. Mais rester loin de toi signifiait te perdre, et je me suis rendu compte, face à cette porte, que rien de ce que j'ai protégé ne vaut ça. L'air entre nous changea de texture. La tension qui imprégnait cette pièce, cette tension politique, familiale, publique, se dissipa comme de la fumée, laissant place à quelque chose de plus dangereux et de plus silencieux. L'électricité qui avait toujours existé entre Rogiro et moi, une électricité qui n'avait besoin de personne pour vibrer, et que ni l'un ni l'autre n'avions réussi à éteindre, malgré tous nos efforts. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis que je connaissais Rogiro Cavouri, nous étions au même endroit, non par dette, non par obligation, non par protocole, par choix, le sien et le mien, imparfait, terrifiant et absolument nôtre. Nous sortîmes ensemble par la porte principale. La nuit sicilienne était chaude, de cette chaleur dense qui colle à la peau et porte le parfum du jasmin des jardins, et l'embrun salé que le vent apporte de la mer au loin. Les lumières du domaine parsemaient les collines comme des lucioles épinglées au sol, et le murmure des voix à l'intérieur du manoir nous parvenait comme l'écho d'un monde encore en pleine reconstruction après les événements. Nous marchions côte à côte dans le jardin éclairé par de faibles torchers, et le silence entre nous était différent de tout ce que nous avions partagé jusqu'alors. Ce n'était pas le silence qui l'érigeait en mur. Ce n'était pas le silence que j'utilisais comme bouclier. C'était un silence qui nous appartenait à tous les deux, encore incertain, encore chargé de choses à dire, mais pour la première fois sans le poids d'un mensonge qui maintenait tout en place, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il se tourna vers moi, et la lumière d'une torche voisine illumina la moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre, ce qui, à bien y penser, était l'image la plus authentique de Rogiro Cavouri qu'on puisse avoir. « Veux-tu savoir la vérité ?» demanda-t-il, et il y avait dans sa voix quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, la peur. Non pas la peur d'un homme qui affronte des ennemis ou négocie des territoires, mais la peur d'un homme sur le point de se dévoiler entièrement à quelqu'un et qui ignore si ce qu'elle verra sera suffisant. Tout. Une douce brise nous enveloppa, emportant le parfum des citronniers du jardin et balayant les derniers vestiges de la salle, du prêtre, des chaises et des règles. Je le regardais, ses yeux sombres qui m'avaient ignoré pendant 7 ans et qui maintenant me fixaient comme si j'étais la réponse à une question qu'il n'osait poser. Il me répondit par la seule chose que je lui avais demandée depuis le début et qu'il ne m'avait jamais donnée. C'est la seule chose qui me manquait. Chapitre 7. Le silence qui parle. Le domaine des Cavouri possédait une terrasse que je n'avais jamais vue de nuit. Elle se dressait à l'est du manoir, suspendue au-dessus d'un doux versant d'olivier qui descendait jusqu'à l'endroit où la terre s'arrêtait et où la mer commençait. De là, on apercevait la côte de Catane qui scintillait au loin comme une constellation déchue. Rogiro m'y conduisit en silence, gravissant un étroit escalier de pierre qui semblait conçu pour une seule personne à la fois. Il passa donc devant et je le suivis. Pendant ces 30 marches, j'eus le temps de me retourner et de penser que c'était l'homme qui venait de me choisir plutôt que sa propre famille, et que je ne savais toujours pas comment réagir face à un tel choix. La terrasse était simple, en vieille pierre, un muret couvert de mousse, 2 chaises en fer qui semblaient avoir toujours existé. La lune presque pleine baignait le tout d'une lumière bleutée qui donnait au lieu une impression d'intemporalité. Rogiro s'appuya contre le muret, les mains posées sur le sol, et contempla la mer. Je me tenais un pas derrière lui, les bras croisés, le cœur battant la chamade. Le silence entre nous était pesant, mais pas hostile. C'était le genre de silence qui s'installe quand 2 personnes savent que les prochains mots vont tout changer et qu'aucune n'ose prendre la parole en premier. Il prit la parole. Quand j'ai racheté la dette, 3 hommes se disputaient le droit de la recouvrer, dit-il sans quitter la mer des yeux. Sa voix était basse, dépouillée de l'autorité à laquelle j'étais habitué, comme s'il avait ôté son costume et ne conservait que ce qui se cachait dessous. Restai immobile. Je ne l'interrompis pas, 2 d'entre eux vous auraient utilisé comme moyen de paiement. Sa mâchoire se crispa sur le mot « paiement », comme s'il avait un goût de poison. Le 3e aurait vendu la dette aux Ferrante, la famille qui contrôle le port de Messine et qui ne fait aucune distinction entre les personnes et la marchandise. Ils auraient fait la même chose. Je sais déjà que vous l'avez racheté, dis-je. Ce que j'ignore, c'est pourquoi vous avez disparu ensuite. Il se tourna vers moi et le clair de lune illumina son visage. Parce que si quelqu'un découvrait ce que je ressentais pour vous, il en profiterait. La phrase tomba entre nous comme une pierre jetée dans l'eau calme.
J'en sentis les ondes se propager en moi, touchant des recoins que j'avais scellés il y a des années. Tu t'es éloigné, ai-je répété, et ce qui est sorti de ma voix n'était pas une question. C'était une accusation. Ces mots résonnaient encore dans l'air. Le ressenti est une information. L'information est une arme. J'avais entendu tout le monde, enregistré chaque mot, et pourtant, il m'a fallu du temps pour que leur sens perce la couche de colère et de fierté blessée que j'avais érigée pour me protéger précisément de cet homme. Alors tu m'as ignoré, ai-je dit, pendant 7 ans. Pour me protéger. Pour te garder en vie. Et tu pensais que c'était suffisant. Ma voix s'est brisée sur la dernière syllabe et j'ai détesté qu'elle se brise, car je ne voulais pas qu'il voie l'étendue des dégâts, mais la fissure était déjà là, exposée, et il était inutile de faire semblant. Tu pensais que me garder en vie et me rendre invisible était la même chose. Rogiro n'a pas répondu tout de suite. Il est resté là, me regardant avec une intensité que j'ai ressentie sur ma peau comme une chaleur, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a désarmé plus que n'importe quel mot. Il savait. Il savait qu'il s'était trompé. Il savait que sa protection m'avait coûté cette année de doute, de solitude, de nuits blanches à me demander ce qui clochait chez moi pour que cet homme me traverse du regard comme si j'étais faite d'air. Il savait tout, et le poids de ce savoir pesait sur lui comme une plaie béante. Chaque fois que je t'ignorais, disait-il d'une voix si basse que je devais me pencher pour l'entendre. Je suis revenu sur cette terrasse et je suis resté là, à contempler la mer, pensant qu'un jour, quand le monde autour de moi serait suffisamment sûr, je te dirais tout. Je te retrouverais, je plongerais mon regard dans le tien et je te dirais que chaque silence était un choix qui m'avait coûté plus cher que n'importe quelle guerre. Une douce brise souleva une mèche de mes cheveux et la jeta sur mon visage. Avant que je puisse la repousser, la main de Rogiro se déplaça lentement, comme s'il demandait à son propre corps la permission de faire quelque chose qu'il s'était interdit pendant des années. Ses doigts effleurèrent la mèche et la glissèrent derrière mon oreille avec une douceur qui contrastait avec la taille de ses mains. Le contact de sa peau sur la mienne fit naître en moi une sensation électrique, comme un courant électrique qui remonta jusqu'à ma nuque. Il ne retira pas sa main. Ses doigts glissèrent le long de ma joue, suivant la ligne de ma mâchoire avec une lenteur presque délibérée, comme s'il cartographiait quelque chose qu'il avait mémorisé de loin pendant des années et qu'il pouvait enfin toucher. Son pouce s'arrêta au coin de ma bouche et la pression était si légère que je pouvais presque faire comme si elle n'était pas là. Presque. J'ai perdu 7 ans, dis-je, et ma voix ne sortit que d'un murmure que je reconnaissais à peine. Cette année qui aurait pu être les nôtres. Je sais. Je croyais que tu ne me voyais pas, j'ai tout vu, répondit-il, et le poids de cette phrase me frappa comme une vague. J'ai vu quand tu es arrivé au bal et que tu as fait semblant de ne pas me chercher. J'ai vu quand tu riais avec d'autres et que ton sourire n'atteignait pas tes yeux. J'ai vu quand tu es parti plus tôt parce que tu ne supportais pas d'être dans la même pièce que moi sans que je te regarde. J'ai vu chaque instant, Isota, et chaque instant m'a un peu plus détruite. La colère n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Ce n'était plus la colère sèche et tranchante de quelqu'un qui a été rejeté, mais quelque chose de plus complexe, de plus profond et d'infiniment plus douloureux. La colère de quelqu'un qui réalise que le temps perdu ne revient pas, que les années gâchées ne peuvent être réécrites, et que l'homme qui se tenait devant elle avait souffert autant qu'elle, en silence, car le silence était le seul langage qu'il connaissait pour dire « je t'aime » sans la mettre en danger. Ne m'ignore plus, ai-je dit, et ce n'était pas une demande. C'était la condition, la ligne que je se racle la gorge, tracée entre nous de toutes mes forces et qu'il avait acceptée quelques minutes plus tôt devant tout le monde. « Plus jamais », répondit-il, et ces 2 mots résonnèrent dans l'air avec la gravité d'un serment. J'aurais dû en dire plus, poser plus de questions, exiger plus de réponses, prolonger la conversation jusqu'à ce que chaque ombre des 7 dernières années soit éclairée, examinée, comprise. Mais mon corps n'obéissait plus à la raison. Mon corps obéissait à la chaleur de sa main encore posée sur mon visage, à cette proximité devenue insupportable, non pas par la douleur, mais par son contraire. C'était la gravité de 2 êtres qui s'étaient trop longtemps résistés et qui, à présent, étaient trop épuisés pour continuer à se battre. Il m'embrassa ou je l'embrassai. Je ne saurais dire qui fit le premier pas, car la distance entre nous se réduisit comme quelque chose qui aurait dû se produire depuis longtemps. Non pas avec urgence, non pas avec désespoir, mais avec la lente inévitabilité de quelque chose qui avait été écrit et que nous avions tous 2 passé des années à tenter d'effacer, sans y parvenir. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douceur qui me surprit, car je m'attendais à de la force, à la même intensité implacable qu'il déployait dans tout ce qu'il entreprenait. Mais il n'en était rien. C'était de l'abandon. C'était la bouche d'un homme qui avait enfin cessé de lutter contre la seule chose qu'il n'avait jamais pu contrôler. Sa main glissa de mon visage à ma nuque et ses doigts s'enfoncèrent dans mes cheveux avec une fermeté qui me fit incliner la tête en arrière. Le baiser changea. Il gagna en intensité, en chaleur, en cette faim qui naît lorsqu'on se prive de quelque chose pendant des années et que le barrage cède enfin. Je le goûtai,
chaud et portant une trace de vin qu'il avait dû boire avant d'entrer dans ce hall pour accomplir l'acte le plus courageux que j'ai jamais vu un homme accomplir. Ses mains se posèrent sur ma taille et il me serra contre lui. L'impact, la chaleur intense de sa poitrine contre la mienne, la force de ses bras qui m'enlaçaient, le parfum boisé de sa peau qui emplissait chaque respiration, me déséquilibrèrent d'une manière qui n'était pas physique. C'était comme si le sol avait disparu et que je tombais, mais la chute se faisait sur lui. Il me plaqua, il s'éclaircit la gorge, contre le mur de la terrasse et la pierre froide contre mon dos contrastait avec la chaleur brûlante de son corps, me faisant pousser un son, faible, involontaire, qui s'échappa de ma gorge avant que je puisse l'empêcher. Rogiro marqua une pause. Il retira ses lèvres des miennes d'1 centimètre, juste assez pour me regarder dans les yeux avec une intensité que je ressentis jusqu'au plus profond de moi. « Si tu veux arrêter, dit-il d'une voix rauque et le souffle court, dis-le maintenant, parce que bientôt je ne pourrai plus. » Je le regardai, ses yeux qui m'avaient évité pendant 7 ans et qui maintenant me fixaient avec une faim qui n'était pas seulement physique. Elle était existentielle. Le regard d'un homme qui a trouvé la seule chose au monde qui ait un sens et qui est terrifié à l'idée qu'elle puisse disparaître. « J'ai attendu 7 ans, répondis-je, la main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma paume avec une violence qui contredisait chaque seconde de contrôle qu'il feignait d'avoir. Ne me demande pas de m'arrêter maintenant. Le son qu'il a émis n'était pas un mot. C'était un mélange de soulagement et de soumission, un grondement sourd dans sa poitrine que j'ai senti contre ma main avant qu'il ne m'embrasse à nouveau. Cette fois, sans la douceur précédente. Sa bouche s'est emparée de la mienne avec une urgence qui m'a plaqué plus fort contre le mur, et ses mains ont remonté mon dos avec une fermeté qui tenait à la fois de l'ordre et de la supplication. Je me suis agrippé à ses épaules, larges, tendues, vibrantes de l'effort d'un homme qui se retient tout en refusant de s'arrêter, et j'ai attiré son corps contre le mien, car chaque millimètre de distance entre nous était inacceptable. Sa main a trouvé la bretelle de ma robe et l'a fait glisser de mon épaule avec une lenteur qui était une torture. Des doigts rugueux contre ma peau, chaque fibre de son être retenue par une volonté qui s'amenuisait. J'ai senti sa bouche descendre le long de mon cou, chaude et lente, traçant un chemin de feu contenu qui embrasait chaque fibre de mon être. Ses lèvres effleurèrent, pressèrent, puis se retirèrent dans une danse précise, explorant la courbe sensible de ma gorge, s'attardant là où mon pouls battait le plus fort, comme s'il voulait mémoriser le rythme effréné de mon sang. Son souffle sur ma peau me fit cambrer mon corps contre le sien d'une manière incontrôlable, sans même le vouloir. Ses lèvres s'arrêtèrent à la jonction de mon cou et de mon épaule, et il resta là, respirant contre ma peau, les mains fermes sur ma taille, son corps tout entier pressé contre le mien avec une intensité que je ressentais à chaque contact. Ses hanches se mouvaient contre les miennes dans un rythme lent et délibéré, une pression subtile et constante qui envoyait des vagues de chaleur profonde à travers moi, une friction voilée qui promettait plus sans jamais précipiter l'instant. Chaque mouvement était mesuré, comme s'il voulait prolonger la découverte, laissant nos corps apprendre à se connaître à travers les fines couches de tissu qui nous séparaient encore. Pendant tout ce temps, il murmura contre ma peau, et ses mots vibraient comme une confession. Pendant tout ce temps à me tenir loin de toi, je ne savais pas qu'il était possible de ressentir le manque de quelqu'un qui n'avait jamais été à moi. J'ai fermé les yeux et passé mes doigts dans ses cheveux, sentant leur texture sous mes mains, la chaleur de son cuir chevelu et la façon dont il inclinait la tête vers mon contact, comme si ce petit geste était la chose la plus importante qu'on ait jamais faite pour lui. Et il s'éclaircit la gorge. Je me suis dit que c'était l'homme le plus puissant de Sicile, celui qui faisait taire des salles entières d'un regard, et il était là, la bouche sur mon cou, son corps tremblant contre le mien, complètement vaincu par une restauratrice d'art qu'il avait feint d'ignorer pendant toutes ces années. La reddition ne fut pas brutale. C'était une marée, lente, inévitable, chaque vague plus haute que la précédente, chaque contact dissolvant une couche de résistance qui n'avait plus aucune raison d'exister. Ce n'était pas explicite, c'était chargé, de cette intensité qui n'a pas besoin de nudité pour être dévastatrice, qui vit dans les quasi-avoués, dans les gestes interrompus par des respirations haletantes, dans la pression de doigts qui en demande plus sans un mot. Quand le monde reprit forme, j'appuyais mon front contre sa poitrine, écoutant le rythme du cœur de Rogiro, encore instable. Il me serrait contre lui, comme si j'étais la seule chose tangible dans un monde qu'il venait de démanteler de ses propres mains. La brise marine nous caressait, chargée de sel et de silence, et les lumières de Catane continuaient de briller au loin, indifférentes au fait que 2 personnes, sur la terrasse d'une demeure sicilienne, venaient de réécrire leur propre histoire. « Ne m'ignore plus », murmurai-je contre le tissu de sa chemise, sentant la vibration de sa voix dans sa poitrine avant même de l'entendre. « Plus jamais », répondit-il, et cette fois, la promesse n'était pas vaine. C'était son étreinte plus forte, ses lèvres sur mon front, sa respiration profonde et la façon dont il me rapprochait encore, comme si la distance pouvait encore se réduire. Nous restâmes là jusqu'à ce que le vent se calme et que la lune change de position dans le ciel. Il me serrait dans ses bras comme si j'étais la seule chose réelle dans un monde fait d'alliances, de trahisons et de règles conçues pour empêcher les hommes comme lui d'obtenir ce qu'ils désiraient vraiment. Et je me laissais faire,
pour la première fois sans résistance, sans armure, sans ce besoin viscéral de prouver que je n'avais besoin de personne, car avoir besoin de lui ne me diminuait pas. Cela me complétait d'une manière que j'avais passé ma vie à feindre d'ignorer. Chapitre 8. L'ombre du matin. Le lendemain matin, je me réveillai dans la chambre de Rogiro. Il n'était pas dans le lit. Je m'approchai de la fenêtre et contemplai les jardins baignés par la lumière matinale. Tout semblait apaisé. Les morts avaient expliqué leur sort, le choix avait été fait, le silence remplacé par quelque chose qui ressemblait à la vérité. Mais lorsque mon regard se porta sur le coin du jardin, près du muret de pierre, je vis quelque chose d'incongru. Tassilo était là, en pleine conversation avec un homme que je reconnus parmi ceux qui gravitaient autour d'Ennio au bal. Leur échange paraissait calme, voire amical. Et c'était précisément ce qui me dérangeait. Tassilo n'aurait pas dû parler à un homme d'Ennio. Pas comme ça. Pas avec une telle désinvolture. Je restai immobile à la fenêtre, observant la scène. Puis Tassilo leva les yeux, me vit et détourna le regard trop vite. Un regard fuyant qui n'était pas un hasard. C'était la culpabilité, la peur, ou quelque chose qui sommeillait entre nous. L'homme d'Ennio s'éloigna par le portail latéral. Tassilo se dirigea vers le manoir sans se retourner. Je ne dis rien. Je n'appelai pas Rogiro. Je ne descendis pas confronter Tassilo. Je restai là, les doigts crispés sur le rebord de la fenêtre, le cœur battant à une fréquence qui n'était plus celle de l'amour de la veille. C'était quelque chose de plus ancien, de plus primitif. L'instinct de quelqu'un qui avait grandi dans l'ombre d'un monde où rien n'est vraiment ce qu'il paraît. La paix était réelle. L'amour était réel. Ce que j'avais ressenti sur la terrasse, dans les bras de Rogiro, sa voix vibrant contre ma peau comme une confession, tout cela était réel. J'y croyais avec la même certitude qu'en mon propre nom. Mais j'étais aussi la fille d'un homme mort endetté. J'avais grandi en apprenant que la confiance est la première chose qu'on vous prend quand le monde décide de réclamer son dû, et que la paix, dans cet univers, n'est jamais un état. C'est un intervalle, un espace entre deux coups durs où l'on reprend son souffle et où l'on fait comme si le prochain n'allait pas arriver. J'ai regardé le jardin vide, le banc de pierre où Tassilo se tenait quelques secondes auparavant, et je me suis dit que c'était peut-être le vrai prix à payer pour aimer quelqu'un comme Rogiro Cavuri. Non pas le danger, non pas les dettes, non pas les ennemis, mais l'impossibilité de contempler un beau matin sans chercher instinctivement l'ombre qu'il dissimule. Ici désir criminel. Voilà qui conclut le premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. La paix a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai dormi auprès de l'homme le plus dangereux de Sicile, jusqu'à ce qu'il recommence à verrouiller les portes, à chuchoter et à me regarder de ce regard. Celui qui disait qu'il allait me replonger dans l'obscurité. La 4e semaine, je me suis réveillé dans un lit froid, un homme armé à la porte de ma chambre. Rogiro était parti en pleine nuit pour faire quelque chose que je n'avais pas le droit de voir. Puis une photo est apparue sur mon téléphone, vieille, délavée. Le visage de mon père souriant à côté de quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Et en dessous, une simple phrase. Demande à ton mari ce qui s'est passé cette nuit-là. La guerre n'était pas finie. Elle avait changé de camp. Et le secret était le sien. Comme vous le voyez, ce n'était qu'un petit aperçu du 2e tome. Pour lire la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve dans quelques secondes. Pour rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le 2e tome complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. Je prends un immense plaisir à travailler sur le 2e tome. Et puisque vous l'appréciez aussi, je vous promets que la suite arrive bientôt. Vous y trouverez des histoires encore plus torrides, de la romance sombre authentique. Cette version étant beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé me permet de révéler toute ma personnalité et de donner le meilleur de moi-même pour vous. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de préserver mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de grande qualité. Je vous donnerai bientôt d'autres nouvelles. Rendez-vous sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, beaucoup de personnes téléchargent nos fichiers audio, copiant ainsi l'histoire entière et la republiant sur YouTube. Si vous souhaitez voir l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez mes histoires sous le nom de Désir Criminel sur YouTube pour accéder au meilleur du contenu de romances sombres. N'oubliez pas, ma chaîne officielle est Mes histoires par Désir Criminel sur YouTube. Je vous y attends. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications.